8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Sylvain Maillard. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Député Ensemble pour la République de Paris, commissaire aux finances et membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. On va parler de différents sujets, évidemment, d'actualité. Je voulais commencer par Ilan Halimi. Il y a 20 ans, mourait Ilan Halimi, enlevé et torturé, choisi, ciblé par le gang des barbares parce que juif. Il avait vécu un véritable martyre pendant 24 jours. À quoi pensez-vous quand vous pensez à lui ? Choisi parce qu'il était juif, donc il était riche. C'est tout ça, hein. C'est toute cette diatribe et cette dialectique, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans l'antisémitisme classique, moderne, qu'on retrouve à l'heure actuelle. Donc c'était très important, il est très important pour ces 20 ans, il y ait un geste fort. Je serai tout à l'heure auprès du président de la République à l'Élysée, où un arbre pour Ilan Halimi sera planté dans le jardin de l'Élysée. Je crois que ce sera un moment évidemment très important. Il ne faut pas oublier le drame, le calvaire d'Ilan Halimi. Je trouve ça très très bien qu'on puisse en parler, s'en souvenir, que dans les familles on en parle. Je crois que c'est peut-être dans l'histoire moderne que nous avons vécue en France, peut-être un des pires drames d'antisémitisme. Il avait été torturé, on lui avait mis du scotch sur le visage, il ne respirait que par le nez, il avait été séquestré pendant 24 jours dans un appartement, ensuite dans une chaufferie. Emmanuel Macron va planter un chêne dans les jardins de l'Élysée, c'est ce que vous nous avez dit. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que le combat du président de la République, les mots du président de la République sont suffisants pour lutter contre l'antisémitisme ? L'antisémitisme, c'est une vague énorme. Très forte. Vous savez, je le combats depuis longtemps. J'ai porté une résolution pour définir l'antisionisme en 2019. L'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. Nous l'avons voté à l'Assemblée nationale. Le président de la République s'est toujours été très très clair et se bat contre l'antisémitisme. Il n'a pas toujours été très très clair, non. Il n'a pas participé à la manifestation après le 7 octobre, justement. Je connais bien le président de la République sur l'antisémitisme, il a toujours été clair. J'ai eu des différends avec lui, entre autres sur le conflit israélo-palestinien. On peut avoir des différences, mais l'antisémitisme a toujours été très clair. Le combattre et faire en sorte que cette résurgence terrible, ce qui martyrise ce qui fait République en France, soit en permanence combattu. Il se réinvente en permanence, l'antisémitisme. Il se réinvente. Pourquoi ? C'est un sentiment profond d'infériorité. Donc, c'est un sentiment génocidaire. C'est un sentiment que les uns et les autres peuvent ressentir et qui se développe depuis le XIIIe, XIVe siècle et qu'il nous faut combattre parce qu'il est en nous une partie de nos concitoyens. Donc, il faut continuer à le combattre, continuer à combattre ces formes modernes. Je vous le disais, l'antisionisme, assimiler Israël aux Juifs parce que c'est en France un délit, l'antisémitisme, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aux États-Unis ou dans plein d'autres pays. Et pour nous, il faut continuer à le combattre. Et le président de la République, par cet acte fort quand même de planter un chêne en l'hommage d'Ilan Halimi pour les 20 ans de cette horrible histoire. Je suis assez fier en fait d'être à ses côtés tout à l'heure. Est-ce qu'il faut pénaliser en France, vous y faisiez allusion, les appels à la destruction d'Israël ? Bien sûr, c'est l'antisémitisme. Quel autre pays dans le monde nous appelons à la destruction ? D'ailleurs, ma collègue Caroline Yadan, moi je suis l'orateur du groupe Renaissance sur ce texte, Caroline Yadan porte un texte que nous avons voté déjà en commission, qui va arriver à l'Assemblée en disant, appeler, c'est la finesse juridique, c'est-à-dire appeler à la destruction d'un État. Et ce sera un délit. Donc le slogan de la rivière à la mer, c'est terminé. Je l'ai dit en commission, c'est un slogan antisémite. C'est un slogan antisémite. Quel autre pays dans le monde des gens appellent à sa destruction ? Quel autre pays ? Il n'y en a qu'un, c'est Israël. Il y a plein de pays dans lesquels on a des conflits, où il y a des dictateurs terribles. La Corée du Nord, l'Iran, on a eu le Venezuela, mais personne n'appelle à la destruction d'un pays. Il n'y en a qu'un seul, c'est Israël. Et donc, évidemment, une partie du faux-né, c'est d'appeler Israël au lieu de dire, ou sioniste au lieu de dire juif. Parce que juif, c'est en France condamné sale juif, comme je l'avais dit pour Alain Finkielkraut, quand on dit sale juif de merde, c'est condamné en France. Et heureusement. Par contre, si vous dites sale sioniste de merde, c'est libre d'interprétation. Et certains, bien sûr. s'engouffrent. Et je rappelle, Romain Desarmes, en France, c'est pas une opinion, l'antisémitisme, c'est un délit. 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. L'hyperviolence des mineurs, comment régler cette spirale ? Le jeune Théo a été agressé par des adolescents de 14-15 ans à Lyon. Vous avez probablement vu les images. Cette agression a été filmée. Il est étudiant, Théo.
Les agresseurs ont tous été relâchés sous contrôle judiciaire. Théo, lui, étudiant, a probablement son année fichue. Les agresseurs sont en liberté, la victime paye. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faut revoir le statut du mineur et on le voit bien. Nous, on avait travaillé à Renaissance sur un texte pour faire en sorte que la majorité pénale soit abaissée. Le Conseil constitutionnel s'y est opposé en partie sur le texte que nous avons porté. Il faudra y revenir parce que on voit bien qu'il y a une violence très forte, beaucoup plus forte. Il faut juger quoi ? Les moins de 18 ans comme des adultes ? Les moins de 16 ans comme des adultes ? D'abord dire que moins de 18 ans, c'est un enfant. Et les uns et les autres, nous avons autour de nous des enfants. On en a parfois nous-mêmes. On voit bien qu'il y a moins de 18 ans, vous êtes un enfant. Mais dans des actes d'une telle gravité, quand on a le jeune qui a abattu... Donc juger les moins de 18, certes, les moins de 18 ans qui commettent des actes graves comme des adultes. Oui, en tout cas, le faire en sorte que la réponse pénale soit forte et soit immédiate. Nous, la grosse difficulté, c'est que la réponse pénale est trop tard, elle n'est pas éducative et elle est trop faible, très souvent. Quand vous êtes à Marseille, le jeune de 14 ans qui a abattu d'un coup de revolver, voilà. Bon, écoutez, imaginez-vous. Et qui a été condamné hier à 7 ans de prison. Trois enfants orphelins. Comment estimer qu'il ne faut pas une peine extrêmement lourde, mais qui doit être une peine aussi proportionnée au fait que c'est un enfant et que la société doit faire en sorte d'éduquer son enfant. Donc ça ne peut pas être tout à fait une peine comme un adulte. Mais enfin, bon, il faut quand même que ce soit suffisamment dissuasif et surtout que ça fasse apprendre aux jeunes. Je crois qu'il y a une notion d'éducation qui est importante. Faut-il suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves, violences physiques, homicides ? 77% de oui, 22% de non. 77% des Français estiment qu'il faut suspendre l'excuse de minorité quand le crime est grave. Vous aussi ? Ouais, c'est ce que nous avons porté. Nous avons dit au moins jusqu'à entre 18 et 16 ans. Il nous semble logique que dans des cas de crimes graves et de récidive, qu'il y ait un mineur qui soit jugé comme un majeur. Parlons un peu de l'école, toujours dans le cadre de la violence des jeunes. Le ministre de l'Éducation appelle les parents à un sursaut collectif pour sanctuariser l'école face au fléau de la violence et du harcèlement. Une semaine après l'acte abominable contre une professeure à Sanary-sur-Mer, elle a été poignardée. Faut dire aux parents, bougez-vous, c'est ça le message du gouvernement ? Oui, aussi. Voilà, la famille, ça ne peut pas être une boîte noire en permanence où on n'a que des politiques publiques autour de la famille. Quand votre enfant, et parfois c'est difficile, on sait très bien, élever des jeunes, c'est pas si simple. Les uns et les autres, nous avons nos difficultés. Mais il faut qu'à un moment, les familles, c'est eux les premiers responsables de l'éducation des enfants. C'est pas à l'école de faire... Moi, je suis... évidemment, l'école est là pour vous apprendre, pour vous élever. Mais enfin, l'éducation primaire d'un enfant, elle est faite en famille. Et je crois qu'il faut le rappeler. Et donc, quand vous avez des enfants qui sont particulièrement difficiles pour une école, au-delà des difficultés qu'ils peuvent avoir psychologiques, et ça, il faut les traiter. Enfin bon, les parents, évidemment, ont une responsabilité. Par contre, moi, je dis une seule chose, c'est que pendant très longtemps, on a dit que les parents ne devaient pas rentrer dans l'école. C'est-à-dire qu'on a dit que les parents devaient rester en dehors de l'école. Moi, je pense que c'est important que les parents aussi s'investissent plus dans les écoles, parce qu'ils doivent participer à l'éducation des enfants. Ils ont une responsabilité, bien sûr, mais en même temps, il doit y avoir une responsabilité plus importante des parents dans les écoles. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris et membre de la commission de la Défense. On va parler des rafales vendues aux Indiens. Enfin, vous allez nous en parler dans un instant. Avant cela, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur à Alger, le pari risqué de l'apaisement après plusieurs reports. Il y va, il sera à Alger lundi et mardi prochain. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Mais nous, le travail que fait autour de Sébastien Lecornu, c'est-à-dire moins de micros, on parle moins, mais on fait en sorte qu'il y ait des résultats. On veut qu'ils nous reprennent nos OQTF. C'est assez simple, ça, en fait. C'est l'objectif de l'obligation de quitter le territoire. Bien sûr. Donc, il faut reprendre langue et nous voulons faire en sorte que la justice soit appliquée en France. Un ressortissant algérien qui n'a pas de papier, pas de titre de séjour, doit repartir dans son pays. Et donc, nous voulons des laissez-passer consulaires auprès des autorités algériennes. Et donc, ça, c'est le travail de Laurent Nunez. Donc, pas d'annonce, aucun fanfaronnage. Il est là-bas pour faire en sorte... Laurent Nunez ne va pas parler avant lundi. Il va aller rencontrer
Abdelmajid Tebboune, le président algérien? Oui, il part pour un voyage d'efficacité. Donc, laissons-le travailler. Moi, j'ai toute confiance en Laurent Nunez. L'objectif, c'est d'avoir des laissez-passer consulaires, faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France, des Algériens, doivent repartir dans leur pays et que ce soit plus efficace. À l'heure actuelle, cette ça ne marche méthode n'a pas pas fonctionné. Il y a eu la méthode également Bruno Retailleau qui a peut-être montré ses limites. Non, qui n'a pas fonctionné. Il faut qu'il y ait une discussion avec le pouvoir algérien, qui comprenne dans un rapport de force qui existe, qu'il ne faut pas cacher. Et à côté de ça, nous avons un objectif, faire en sorte que les obligations de quitter le territoire soient exécutées et qu'ils repartent dans les avions. Si les Algériens refusent de reprendre leurs OQTF, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de donner des visas aux Algériens? Pourquoi est-ce qu'on continue à donner des visas aux Algériens alors qu'eux refusent de délivrer des laissez-passer consulaires? Mais vous avez tout à fait raison. En fait, mais j'ai tout à fait raison, mais c'est pas ce qui se passe. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que si... Oui, mais Sylvain Maillard, c'est pas ce qui se passe depuis plusieurs années. Dans le rapport, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez bien qu'on a augmenté, diminué, et on a ciblé ceux qui n'avaient pas vocation des Algériens et à venir en France. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais bien sûr, dans la discussion d'ailleurs, dans ce que demandent les Algériens, il y a évidemment ce point précis. Donc nous, on continue à donner des visas étudiants. Il y a même la représentation diplomatique en Algérie qui s'est vantée d'avoir donné plus de visas étudiants. Donc nous, on joue le jeu, on continue à donner des visas aux Algériens et eux continuent à nous faire un bras d'honneur. Sur les visas étudiants, on a une position très très claire, nous, avec le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Nous voulons privilégier les visas pour le travail. Ceux qui ne viennent pas pour le travail, en fait, n'ont pas forcément vocation à venir. Qu'il y ait des échanges étudiants, ça nous semble important. Après, que ce soit des échanges massifs sans contrepartie, ça nous semble une vraie difficulté. Nous voulons privilégier le travail, faire en sorte que l'immigration, parce qu'on a besoin d'immigration en France, soit une immigration de travail. Il peut y avoir débat sur ce que ce soit un système fait qu'on ait besoin d'immigration. Bah écoutez, moi je me promène, je suis, vous l'avez. Il y a plusieurs centaines de milliers d'étrangers qui sont au chômage. Je suis aussi, j'ai la chance d'être aussi chef d'entreprise. Je ne vois pas beaucoup d'entreprises qui peuvent fonctionner sans étrangers. Je ne vois pas beaucoup d'hôpitaux qui fonctionnent à l'heure actuelle sans étrangers. Nous avons besoin d'une main d'œuvre étrangère, que ce soit clair. Mais on a besoin de gens qui viennent. Et peut-être qu'il y a certains métiers, effectivement, comme le travail ne paye pas, qui attirent moins. Pas forcément, Romain Desarmes. 25% de notre produit intérieur brut est fait par de l'exportation. Vous croyez que c'est que des Français qui font de l'exportation? On a besoin aussi de main-d'œuvre. La main-d'œuvre étrangère, ce n'est pas uniquement de la main-d'œuvre peu qualifiée. On a de la main-d'œuvre aussi extrêmement qualifiée qui viennent. Le rayonnement de la France, c'est de faire en sorte de faire venir les talents en France. Ce n'est pas uniquement une main-d'œuvre peu qualifiée. Bien sûr qu'il y a une main-d'œuvre peu qualifiée, mais il y a une main-d'œuvre qualifiée et il faut que nous attirions. Mais le critère principal pour l'accueil en France, ça doit être le travail. C'est ça que nous portons. Donc on est pour un permis à point là-dessus sur l'immigration du style canadien. C'est ce que nous portons à Renaissance et nous continuerons à le dire. Nous pensons que sur les visas étudiants étrangers, bien sûr qu'il en faut. Moi, je préside le groupe d'amitié France-Chine. Je veux qu'il y ait plus d'étudiants français qui partent en Chine. Et donc il y a un échange entre évidemment la Chine et la France. Mais je le redis, c'est un équilibre à trouver et d'abord priorité à ceux qui viennent travailler. Sylvain Maillard, je le disais, vous êtes membre de la commission défense. Je voulais vous entendre sur cette méga commande d'avions de chasse Rafale passée par l'Inde. Commande passée par l'Inde, 114 avions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Si ce contrat venait à être définitivement signé, ce serait un contrat record pour Dassault. Oui, c'est un contrat très important. On a demandé à Dassault de pouvoir produire, ils produisent à l'heure actuelle 3 Rafales par mois, ce qui est déjà une performance. On leur demande de passer à 4, voire 5, non seulement pour les armées françaises, mais aussi pour l'export. C'est un succès, le Rafale. Après, c'est vrai, beaucoup de difficultés, c'est un succès. Moi, je veux féliciter d'ailleurs là-dessus et le président de la République, Sébastien Lecornu, ministre des Armées. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez bien que les ventes d'avions, c'est une équipe France qui se met en place. Éric Trappier, le président de Dassault, que j'ai eu l'honneur de... Bien sûr, mais aussi dire que pourquoi ils ont choisi le Rafale? D'abord parce que c'est un excellent avion, mais c'est aussi le fait de sortir d'une dépendance avec les Américains. Et donc c'est pour ça que cet avion se vend bien, tant mieux, et c'est pour ça qu'il nous faut une industrie militaire française, souveraine, européenne, tout du moins, française, c'est encore mieux, souveraine, c'est ce qui va se vendre à l'heure actuelle, évidemment dans nos armées, mais de plus en plus dans le monde entier. Tous ceux qui ne voudront pas être alignés sur la Chine, sur la Russie ou sur les États-Unis devront se tourner vers du matériel militaire autre. Et là, la France est extrêmement bien placée. Donc, tant mieux, on va vendre des avions. Moi, je suis persuadé que nous vendrons d'autres Rafales à d'autres pays dans les mois et les années qui viennent. À qui, par exemple? C'est pas à moi de faire des annonces, mais il y a d'autres discussions. Vous verrez que nous vendrons beaucoup plus d'avions dans les années qui viennent.
Je voulais vous parler évidemment de Bruno Retailleau, qui a déclaré sa candidature hier. Il a fait à 18h, ensuite il a fait à 20h. Il est également à la une du Figaro magazine. Qu'est-ce que vous pensez déjà de son programme, de ce qu'il a dit ? Moi, après, toute candidature est légitime et il n'y a pas. Les Républicains est un grand parti et je comprends tout à fait qu'ils veulent un candidat. Moi, je vous le dis tout simplement, Romain Desarmes, si dans le socle commun, nous n'avons pas une primaire, ça va être une boucherie, cette élection 2027. Si on part avec 2, 3, 4 candidats dans le socle commun à l'heure actuelle... Édouard Philippe, Gérald Darmanin, on parle même de Sébastien Lecornu ? Non, mais on en a beaucoup plus sur la ligne de départ. La ligne de départ, ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il faut... comme beaucoup, il faut un système qui permette de déterminer qui sera le candidat d'un socle commun qui part pour moi des LR, ceux qui sont à l'heure actuelle qui soutiennent le gouvernement. Donc il part des LR jusqu'à Modem, Renaissance, Horizon, bien sûr, les LR, et puis une partie de ce qu'on a à l'Assemblée nationale de l'IOT, moi qui me semble essentiel. Et donc il faut une primaire. Est-ce qu'il est dans la liste de ceux que vous pourriez soutenir ? Romain Desarmes, il faut une primaire. Oui, mais sinon, est-ce qu'il est dans la liste de ceux que vous pourriez soutenir ? Il faut un candidat. Ouais. Moi, ma famille politique, c'est Renaissance. Je suis du centre, donc je regarde les candidatures. Il y a plein d'autres candidatures que je préfère que Bruno Retailleau. Mais je crois qu'il faut une primaire parce que c'est cette primaire qui doit déterminer qui sera le candidat. S'il y a plusieurs candidats, Romain Desarmes, le deuxième tour, les présidentielles, on le regardera à la télé. Soyons très clairs, nous n'y participerons pas. Et il faut arrêter. On voit le mur arriver, il nous faut un seul candidat. Donc, on n'arrive pas à le déterminer. Moi, je pense que la primaire, c'est le meilleur moyen de le faire. Je voulais vous entendre également sur les municipales à Paris. Vous soutenez Rachida Dati. Emmanuel Grégoire, le candidat des socialistes et des communistes, est au coude à coude avec Rachida Dati dans les derniers sondages. Qu'est-ce qui ferait que l'ex-ministre de la Culture, que la ministre de la Culture, que Rachida Dati, qu'est-ce qu'il ferait qu'elle puisse s'imposer dans la campagne ? Il y a une telle envie des Parisiens d'alternance. Oui. Ils ont envie, ça fait 25 ans que c'est la même équipe qui est au pouvoir, Hidalgo-Grégoire, ils veulent une alternance. Et la seule qui peut porter cette alternance, on a un programme très solide, c'est Rachida Dati. C'est ça, il y a un vote utile, c'est Rachida Dati. On a beaucoup de choses à modifier. On parlait de sécurité, la propreté, cette ville n'est pas propre. Le logement, priorité à ceux qui travaillent dans le logement social, priorité à ceux qui travaillent à Paris. Ça nous paraît assez logique. Et puis, je crois que plus simplement, on n'en a pas parlé, mais on vit, nous, un drame dans le périscolaire à l'heure actuelle, avec plus de 200 animateurs du périscolaire qui sont suspendus pour des suspicions d'attouchement, de viol, dont certains sont en procédure judiciaire. On a un système qui est complètement défaillant. Il faut revoir tout. Et donc, nous disons, il faut une alternance. Les Parisiens veulent très majoritairement l'alternance. La seule qui incarne cette alternance, qui peut gagner, qui peut battre Emmanuel Grégoire, c'est Rachida Dati. C'est pour ça que je suis vraiment à fond derrière elle. On fait campagne jusqu'au 15 mars, c'est la date du vote. Et je crois que cette alternance, elle est salutaire. On a besoin de cette alternance. À propos d'Emmanuel Grégoire, je voulais vous entendre sur ce message qu'il a publié sur les réseaux sociaux au sujet de l'affaire Traoré. Adama Traoré. Il a écrit « La justice a confirmé le non-lieu définitif pour les 3 policiers, ils se trompent, ce sont des gendarmes, présents lors de l'opération qui a conduit à la mort d'Adama Traoré. Je pense à sa famille qui s'est tant battue pour obtenir justice et vérité. Leur combat se poursuivra devant la Commission européenne des droits de l'homme. La République doit réparer le lien entre sa population et la police en luttant contre le racisme régulièrement constaté en mettant fin à l'impunité. » Il soutient les Traoré. Qu'est-ce que vous pensez au détriment donc il dit les policiers, en réalité ce sont des gendarmes encore une fois. Perdre un enfant est un drame absolu. On est d'accord. Et l'entend. Mais moi, je suis aux côtés des policiers qui ont été... La justice leur a dit qu'ils n'ont absolument rien fait, qu'il y a eu un essoufflement. La justice le dit très clairement, ce qui lui est arrivé. Et que c'est une famille de voyous. Et je le redis, la famille Traoré est une famille de voyous. Lui-même a été poursuivi pour des faits de viol avec fourchette au moment où il était incarcéré. Voilà qui est Adama Traoré. Et donc, Emmanuel Grégoire soutient ça. Donc moi, je soutiens la justice, de ce qu'a dit la justice. Elle a dit que les 3 gendarmes n'avaient rien fait. Et j'entends aussi la douleur d'une famille. Ça, c'est tout à fait respectable. Mais à un moment, la justice est passée. Et je trouve que le message d'Emmanuel Grégoire est juste indigne. Une dernière question, Sylvain Maillard. La date de la décision en appel pour le procès du Front National est prévue pour le 7 juillet prochain. Si Marine Le Pen venait à être inéligible,
Comment réagiriez-vous ? C'est pareil, c'est comme la justice. Je viens de vous dire sur la justice, je fais confiance à la justice de mon pays. Si elle est inéligible, elle est inéligible et il y aura un autre candidat, je suppose, pour le Rassemblement national. C'est ainsi. On peut pas dire on peut pas soutenir la justice quand ça nous arrange ou quand vous pensez que la justice va dans le sens qui vous semble le vôtre et pas dans d'autres sens. Moi, je suis toujours du côté de la justice, d'autant plus que je suis parlementaire. La justice dira le droit. Le Rassemblement national, le Front national est poursuivi Marine Le Pen pour des faits extrêmement graves. Extrêmement grave, plus de 4 millions de détournements de fonds publics. Et donc, c'est la justice qui dira quelle est la peine. Et si elle a une peine d'inéligibilité de plus de 2 ans, elle ne sera pas candidate aux élections présidentielles, tout simplement. 8h33, Sylvain Maillard était l'invité de la grande interview. Merci à vous. CNews Europe 1. Merci Sylvain Maillard, bonne journée, à bientôt. Bonne journée.